Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Aujourd'hui, j'ai énormément de news à vous donner. On va parler d'IA qui fait chanter les photos, de poison numérique, d'un concurrent gratuit à mi-journée et de la théorie du dead internet et de nombreuses autres actualités. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais tout simplement commencer par vous remercier pour tous les commentaires et les messages que vous avez pu m'envoyer depuis les derniers épisodes. Donc je suis vraiment très content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent le podcast et qui donc sont aussi très intéressées par les sujets que j'essaie d'amener avec ce dernier. Donc voilà, je suis vraiment très content de voir qu'il y a de l'engouement sur le sujet et ça m'encourage aussi énormément à continuer, d'autant plus que sur ce 21e épisode, alors 21 ça pourrait être un chiffre un petit peu banal, mais pour moi c'est pas un chiffre banal du tout. Pourquoi ? Parce que 21 épisodes, c'est le nombre d'épisodes qu'il faut réussir à faire pour rentrer dans le top 1% des podcasts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à faire 21 épisodes, on rentre dans les 1% de podcasts avec le plus d'épisodes. Donc je suis vraiment content avec cet épisode numéro 21 de rentrer dans ce club un petit peu privé des top 1% de podcasts avec le plus d'épisodes, et donc j'espère que c'est aussi le signe que ce podcast va pouvoir continuer à perdurer et que je vais pouvoir vous donner des nouvelles sur l'intelligence artificielle d'ici encore de nombreux épisodes, et puis voilà, pouvoir faire évoluer aussi ces derniers. L'une des choses que j'aimerais beaucoup ajouter, c'est les interviews, et c'est de faire de plus en plus d'interviews, c'est d'interviewer des personnes qui sont dans le monde de l'intelligence artificielle mais aussi dans d'autres domaines. Je pense que ce serait hyper intéressant par exemple d'avoir des sociologues ou des philosophes pour un petit peu discuter de l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur nos sociétés. Donc c'est des choses que j'aimerais beaucoup faire, qui sont pas non plus hyper simples à organiser. Donc voilà, je suis hyper content que vous m'apportiez du soutien sur ce podcast, c'est ce qui me donne la motivation aussi pour continuer à vous donner des podcasts de plus en plus qualitatifs, et puis pour justement essayer d'apporter des invités aussi dans les prochains épisodes. Et forcément, plus vous allez ajouter des commentaires, plus vous allez partager le podcast, plus vous allez ajouter des 5 étoiles sur les différentes applications de podcast, plus ça va me donner aussi moi de la crédibilité pour aller chercher des invités de qualité. Donc n'hésitez pas à partager le podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, comme ça vous savez d'ores et déjà que les prochains épisodes seront de mieux en mieux. Mais sans plus tarder, on va passer sur la partie actualité avec une première actu qui va nous parler de poison numérique. Donc de quoi on parle quand on parle de poison numérique ? Tout simplement, face à l'usage croissant de leurs œuvres par des IA sans permission, certains artistes comme Mignon Zakuga utilisent des outils de camouflage numérique, par exemple Glaze et Nightshade, qui vont permettre de perturber l'apprentissage des intelligences artificielles face à ces images en fait. C'est des outils qui modifient les images de manière très subtile, donc des choses qui ne sont pas vraiment perceptibles pour les humains, mais qui vont complètement perturber les modèles d'intelligence artificielle en jouant sur des vulnérabilités qui sont connues de ces modèles. Donc c'est des stratégies qui offrent une solution un petit peu temporaire et qui vont permettre à ces artistes de protéger leurs œuvres sur les modèles qu'on connaît aujourd'hui, mais forcément c'est une solution qui est un petit peu temporaire et qui ne va pas être parfaite. C'est vrai qu'on a un vrai souci sur la façon dont les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés aujourd'hui, et je comprends que forcément certains artistes essayent de s'en protéger. Maintenant, c'est vrai que ces techniques qui permettent un petit peu de perturber et d'empoisonner les données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, pour l'instant elles fonctionnent, mais forcément les modèles d'apprentissage vont aussi évoluer, donc c'est des choses qui vont ne pas être permanentes. Donc on verra un petit peu comment tout ça peut se jouer. Et en tout cas, j'espère aussi qu'on pourra trouver des avancées pour que les artistes d'un côté aient leurs droits d'auteur protégés, mais qu'en même temps, l'innovation puisse aussi continuer sur la partie IA générative, et qu'on ait des solutions pour quand même pouvoir entraîner des données, mais ça peut être tout simplement entraîner les différents modèles d'intelligence artificielle sur des données qui sont open source, ou en tout cas pour lesquelles les artistes auraient donné leur autorisation.
On va parler ensuite de Apple, qui met fin à son projet de voiture électrique. Donc pourquoi je vous parle de voiture électrique? Tout simplement parce qu'ils ont mis fin à ce projet de voiture électrique pour se tourner vers l'IA générative. C'est une news qui nous vient de Bloomberg et qui nous annonce que du coup Apple a officiellement abandonné son projet de voiture électrique qui était connu sous le nom de projet Titan. Et ils ont du coup, ça marque la fin d'un effort de plusieurs milliards de dollars qui ont été injectés dans ce projet pour pénétrer de nouveaux secteurs d'activité, le secteur d'activité de la voiture dans lequel Apple n'était pas du tout. Et donc du coup, l'annonce, elle a été faite en interne par Jeff Williams et Kevin Lynch, et elle a surpris les quelques 2000 employés impliqués dans le projet. Les ressources et talents dédiés à Apple Car seront redirigés vers le département d'intelligence artificielle de l'entreprise, sous la direction de John Gyanandra. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. En tout cas, l'objectif, c'est qu'il se concentre sur l'IA générative, qui est désormais une priorité croissante pour Apple, qui effectivement, à ce jour, a priori pris un peu de retard sur ses concurrents. Mais voilà, on ne sait pas encore ce qu'il nous réserve pour cette année. Et donc voilà, on voit que Apple a tout simplement décidé de couper un projet qui a priori ne fonctionnait pas, ou en tout cas qui n'avait pas l'avenir qu'ils escomptaient, pour se rediriger vers l'intelligence artificielle, un projet qui lui, on le sait, a pas mal d'avenir, donc on verra si ce changement leur porte fruit ou pas. Et en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est la fin un petit peu de l'Apple Car. L'Apple Car, on ne la verra jamais du coup. On passe à la news suivante qui nous parle de Tumblr et de WordPress sur, en fait, tout simplement le fait qu'ils sont en train de discuter d'une potentielle mise en vente de leurs données auprès de Midjourney et de OpenAI. Donc WordPress, Tumblr, c'est des gros fournisseurs de blogs, de plateformes de blogs. Donc WordPress, on peut même faire des sites internet, donc c'est plus orienté blog à la base, mais ils sont à la fois fournisseurs pour WordPress d'un modèle un petit peu qui vous permet de créer un site internet facilement, et en parallèle, ils ont tout un service d'hébergement, donc vous pouvez créer votre petit site internet avec WordPress. Et donc concrètement, pour toutes les personnes qui auront créé leur site internet via directement WordPress, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'ils vont tout simplement vendre ces données à Midjourney ou OpenAI pour de l'entraînement d'intelligence artificielle. Et donc il y a des documents en interne qui ont été révélés par 404 médias qui indiquent que cette vente est imminente, sans préciser les types de données d'ailleurs qui sont concernés. Un processus qui est plutôt controversé, qui a été mis en lumière, incluant par erreur des données privées dans des lots destinés à OpenAI et Midjourney. Et donc du coup voilà, on verra un petit peu comment tout ça va évoluer, mais l'un des problèmes, c'est que dans les données qui ont été transférées, il y a des données qui ont été compilées avec des messages privés et des contenus explicites, normalement non destinés à être partagés. Donc on se rend déjà compte qu'ils sont en train de vendre les données des utilisateurs et qu'en plus, par mégarde, ils ont envoyé des données privées. Et c'est pour ça que je vous le répète toujours quasiment maintenant à chaque épisode, faut quand même faire très attention à la gestion de nos données quand on parle d'intelligence artificielle et quand on utilise des intelligences artificielles, puisque ces données-là pourraient très bien être réutilisées plus tard, donc il faut faire attention à protéger ces données privées. C'est super de pouvoir utiliser toutes ces intelligences artificielles, mais c'est toujours aussi intéressant de garder une distance et de ne pas forcément leur donner accès à tous nos documents, notamment des documents qui pourraient contenir, des informations de santé ou autres, parce qu'on ne sait jamais comment derrière tout ça va être géré et qu'on n'est jamais à l'abri d'une faille de sécurité ou d'un mauvais transfert de données, un petit peu comme ce qui a pu avoir lieu. Et après à se retrouver à avoir des modèles qui seraient entraînés sur nos données médicales ou des données privées, chose qu'on ne souhaite pas, je pense. On va parler justement, tant qu'on est un petit peu dans le domaine de la protection des données et de la cybersécurité, de chercheurs en sécurité qui ont créé un ver intelligence artificielle, donc un virus de type ver, dans un environnement de test et qui était capable de se propager automatiquement entre différents agents d'IA générative avec le potentiel de voler des données et d'envoyer des spams en cours de route. Cette avancée met en lumière les risques accrus liés à l'utilisation de systèmes d'IA générative plus autonomes comme ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google, dans des tâches variées allant de la prise de rendez-vous automatique à l'achat de produits. Donc le ver, il a été nommé Maurice 2, en hommage au ver informatique original de Maurice, qui a causé le chaos sur Internet en 1988, et il peut attaquer un assistant email basé sur l'intelligence artificielle générative pour voler des données d'email et envoyer des messages spam en contournant certaines protections de sécurité de ChatGPT et Gemini. Les chercheurs qui s'appellent Ben Nassi, Stav Cohen et Ron Byers
Python ont démontré que les prompts ou instructions textuelles données au système d'IA peuvent être armées contre ces systèmes pour réaliser des attaques de type injection de prompt similaires aux attaques d'injection SQL et de dépassement de tampons traditionnels. Donc pour vous expliquer un petit peu, ces chercheurs, ils ont travaillé dans un environnement de test, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont mis en fonction sur un environnement qui existe aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont mis en avant, c'est que quand on utilise une IA générative pour travailler sur ces emails, donc quand on a entre guillemets ChatGPT directement à notre boîte mail, ce qui est quelque chose qui est un peu en train d'être amené aujourd'hui par Copilot par exemple de Microsoft, mais c'est aussi quelque chose que Google veut faire avec Gemini, quand on commence à interconnecter un large language model directement à sa boîte mail, on a des risques potentiels de création d'attaques, et où en gros là on se retrouve en ouvrant un simple mail à injecter des instructions dans notre large language model, et ces instructions sont malveillantes, et par exemple elles vont essayer d'exfiltrer des données, mais aussi de se répandre, et donc du coup de réenvoyer derrière des mails avec les mêmes pièges d'injection en fait, de consignes, d'injection de prompt dans ces emails. Donc du coup c'est quelque chose qui pourrait derrière se répandre très facilement. Donc ces chercheurs, ils ont donné ces informations à Google et à OpenAI dans un but, voilà, justement d'améliorer les modèles existants pour qu'ils puissent derrière éviter ce genre d'attaque. Mais de toute façon, l'injection de prompt, je pense que c'est une attaque dont on va entendre parler de plus en plus, parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut être très efficace et dont il va falloir se méfier. On parlait des artistes un petit peu avant qui essayent de protéger leurs images. On pourrait imaginer des images qui intègrent un prompt qui serait déguisé. Ce serait plus facile forcément avec du texte, mais ça pourrait être envisageable aussi avec des images, et qui du coup ferait complètement dérouter les intelligences artificielles, voire même qui pourrait leur permettre d'exfiltrer des données ou autre. Donc je vous ai mis quelques images pour ceux qui regardent la version du podcast en vidéo sur YouTube, pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà un petit peu les news sur cet aspect sécurité. Et on passe ensuite à une news qui concerne Mistral, donc Mistral qui est l'entreprise française qui travaille sur l'intelligence artificielle avec des large language models, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et qui a fait une annonce assez importante, parce qu'elle a déjà annoncé un partenariat pluriannuel avec Microsoft, qui va les aider à soutenir un petit peu leur capacité de charge de calcul et leur charge de serveur. Donc ils vont s'allier à Microsoft, donc on voit que Microsoft est un peu partout, ils sont à la fois chez OpenAI, mais du coup ils se retrouvent aussi à être maintenant aussi en France avec cet accord avec Mistral. Et donc cette alternative française, elle s'appelle Le Chat, donc c'est un petit jeu de mots entre guillemets, plutôt que de l'appeler un chat, ils se sont dit qu'ils allaient l'appeler Le Chat. Et c'est un modèle qui se base sur le large language model de Mistral, qui s'appelle Mistral Large, et qui est plus ou moins présenté aujourd'hui en fonction des benchmarks comme l'un des deuxièmes plus performants derrière ChatGPT 4. GPT-4 pardon, donc voilà, qui est plutôt bon sur les benchmarks, mais qui reste à tester. Moi je vous invite du coup à faire ces tests, c'est là où on voit un petit peu ce que le large language model a dans le ventre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui est assez bon en français, en allemand, en espagnol et en italien, et qui donc a priori surpasse d'ailleurs pas mal d'autres concurrents sur les benchmarks dans ces langues. Et malgré une prétendue concentration sur l'anglais, ils ont quand même géré correctement leur modèle pour qu'il fonctionne dans pas mal d'autres langues européennes. Il a quand même certaines limitations aujourd'hui, il n'est pas capable de se connecter à Internet, contrairement à ChatGPT ou à Gemini, donc c'est une des limites qu'il a pour l'instant. Il est plutôt lent, ça dépend à quoi on le compare. Si on compare à un 3.5 par exemple, il va quand même être plutôt rapide, plutôt lent. Si on compare par contre à ChatGPT 4, ChatGPT 4 c'est pas non plus un foudre de vitesse, donc là on va avoir des vitesses similaires. En tout cas, c'est une de ses limitations pour l'instant. Il a aucune fonction de génération d'images aussi pour l'instant. Je pense que Mistral, il se concentre vraiment beaucoup pour l'instant sur les large language models, mais peut-être que derrière ils essaieront d'ajouter de la génération d'images avec des modèles de diffusion. On verra un petit peu ce qui nous amène dans le futur. En tout cas, pour l'instant, il est disponible. Vous avez juste à aller sur le site de Mistral, vous vous connectez, vous vous créez un petit compte et vous pourrez tester vous-même cette interface. Ça ressemble énormément à ce que vous avez avec ChatGPT, mais ça vous permettra de tester quelque chose d'autre. Et puis l'accès est disponible gratuitement, donc c'est l'occasion de le tester. Mais comme je vous l'ai dit sur la news précédente, n'oubliez pas, gardez toujours en tête, l'accès est gratuit, mais pensez à vos données, faites attention à ce que vous envoyez dans ce genre de large language model. Il y a de très fortes chances pour que les données qui sont collectées soient réutilisées derrière pour entraîner le modèle ou l'améliorer.
Ensuite, on va parler d'une news un peu plus économique avec Photoroom, qui est une startup française spécialisée dans l'édition d'images par intelligence artificielle et qui a réussi à lever 43 millions de dollars. Cette somme représente un vote de confiance dans sa capacité à intégrer l'IA générative qui a triplé sa croissance l'année passée. Photoroom s'est imposé comme un leader dans l'édition de photos, avec une application classée première dans 50 pays et adoptée par des géants comme Warner Bros et Netflix. Avec cette levée, Photoroom annonce de nouvelles fonctionnalités IA, dont la création d'images from scratch, soulignant son engagement à aligner technologie et créativité. La startup a aussi développé un modèle propre, le Photoroom Instant Diffusion, pour répondre aux enjeux de copyright. Donc voilà, on verra comment Photoroom évolue, mais c'est intéressant de voir qu'on a aussi des startups en France qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui arrivent aussi à se démarquer un petit peu de la concurrence internationale. On a une news ensuite qui concerne Adobe, qui est en train de travailler sur le projet MusicGen AI, qui est un outil avancé basé sur l'intelligence artificielle et qui permet de générer de la musique à partir de simples prompts, offrant ensuite la possibilité de l'éditer pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Donc le projet il fonctionne en saisissant tout simplement des descriptions telles que rock puissant, danse joyeuse, jazz triste, et ça va permettre derrière de créer un début de musique, et ensuite on va pouvoir affiner en définissant un tempo, en définissant une structure et en personnalisant un petit peu justement ce morceau qui a été généré par une IA. Donc cet outil Adobe il souligne qu'il ne vise pas à remplacer les artistes mais à agir comme un co-créateur en facilitant la création musicale pour les diffuseurs spécialement de podcasts par exemple, ou toute personne recherchant une ambiance sonore spécifique. Donc c'est assez intéressant. Pour information, la musique que j'utilise dans le podcast elle a été créée via une IA un petit peu de la même façon mais d'une façon moins évoluée. Moi ce que j'ai utilisé c'est une technologie IA qui rassemble d'énormes quantités de loops, donc de petits morceaux de musique, et en fait après avec cette intelligence artificielle on peut les assembler, choisir le rythme, choisir l'intensité en rajoutant un petit peu chacune de ces briques, et ça fonctionne plutôt bien. Et bien là ce que Adobe propose c'est quelque chose de similaire mais cette fois-ci qui se génère from scratch, sans avoir besoin d'utiliser des loops qui seraient déjà existantes. Vous pouvez aller jeter un œil sur leur démo disponible sur YouTube. Le résultat est plutôt intéressant pour l'instant, on verra ce que ça donne un petit peu dans le futur. Mais voilà, on l'avait vu dans un épisode, je crois que c'était il y a déjà 10 épisodes, on avait regardé Suno AI, qui était une IA qui permet de générer des petits morceaux de musique. Bon bah là, on voit que Adobe se lance dans la course. Adobe, je pense qu'ils sont clairement bien placés pour travailler sur l'intelligence artificielle. Ils ont déjà Firefly qui leur permet de générer de l'image, que j'utilise moi-même d'ailleurs pour le podcast. Et donc là, on va voir ce qu'ils vont nous proposer avec cet aspect musique. Mais on voit que voilà, ils essaient de suivre le train de l'intelligence artificielle. On a une news ensuite qui concerne un peu plus le monde de la recherche, avec des chercheurs aux États-Unis qui ont développé une intelligence artificielle capable de prédire et de contrôler les instabilités du plasma dans des réactions de fusion nucléaire. Cette avancée, réalisée par l'équipe de l'université de Princeton, représente un pas significatif vers la maîtrise de la fusion nucléaire, source potentielle d'énergie propre et abondante dans l'humanité. Donc au cœur des réacteurs tokamak, qui sont le cœur vraiment des centrales à fusion nucléaire, il se déroule en fait une réaction avec des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius, et ces réactions doivent se passer dans un plasma. Un plasma qui est le quatrième état de la matière. Et c'est une matière qui est très instable et qui du coup menace la continuité de la réaction. Donc la façon dont les centrales à fusion nucléaire essaient de fonctionner aujourd'hui, c'est avec ces tokamaks qui essaient de concentrer un plasma, et dans ce plasma on essaye d'avoir une fusion. Donc le plasma c'est quelque chose de hyper instable, et c'est ça qui fait que aujourd'hui les avancées sur ce domaine sont complexes. Et donc l'IA elle a été entraînée par ces chercheurs pour mieux comprendre à base de données d'expérience antérieure comment le plasma se fonctionne, et ainsi de pouvoir prédire avec une avance de 300 pouvant aller jusqu'à 300 millisecondes la réaction du plasma et à quel moment il pourrait du coup devenir instable. Et donc c'est super intéressant ça, parce que ça va leur permettre avec ces prédictions de pouvoir appliquer des corrections pour justement rendre le plasma plus stable. Donc cette technologie, elle a été testée avec succès dans le tokamak D3D, et elle ouvre la voie du coup à de futures expériences assez intéressantes sur le sujet, et qui permettrait donc potentiellement d'avoir une IA qui pourrait faire des grandes avancées dans le domaine de la fusion nucléaire. Et je pense que c'est un domaine dans lequel on aurait effectivement besoin de grandes avancées, puisque l'énergie c'est un sujet majeur aujourd'hui.
Ensuite, on a une news qui nous parle de Elon Musk, qui a engagé des poursuites judiciaires contre OpenAI, la société derrière ChatGPT, et ses cofondateurs, mettant en évidence un affrontement d'idéologie sur le développement de l'intelligence artificielle. La plainte, elle a été déposée le 29 février, et elle survient dans un contexte de tension croissante autour de la direction prise par OpenAI, particulièrement depuis la transformation de l'organisation d'un modèle à but non lucratif vers une entreprise lucrative. OpenAI a été fondée en 2015 par Musk et d'autres entrepreneurs, et elle avait pour mission initiale de garantir que l'IA bénéficie à l'humanité sans la pression de générer des profits. Cependant, sous la direction de Sam Altman, OpenAI a modifié son statut pour attirer des investissements et accroître ses revenus, s'éloignant ainsi de la promesse open source et de transparence. Et donc Musk, qui a quitté OpenAI en 2018, critique cette évolution, en particulier le partenariat d'OpenAI avec Microsoft, qu'il perçoit comme une trahison des principes fondateurs. Sa plainte accuse OpenAI de développer une IA générale pour les profits de Microsoft plutôt que pour le bien commun, et avec le lancement de sa propre startup IA xAI et le développement de Grok, donc Grok avec un K, à ne pas confondre avec Grok avec un Q, qui eux sont les fabricants de cartes graphiques, enfin de processeurs dédiés au calcul de l'IA. Et donc ce chatbot qui serait potentiellement un rival de ChatGPT, même si pour l'instant, clairement en termes de performance, c'est pas encore ça. En tout cas, Musk, il se positionne en opposition directe avec OpenAI, et il cherche à réorienter le développement de l'IA vers une vision plus ouverte et altruiste. Cette bataille juridique souligne les clivages profonds au sein de la communauté IA, entre les approches commerciales et celles axées sur le bien-être collectif. Donc bon, a priori, la bataille juridique que Elon Musk a lancée n'est pas fondée sur grand chose, donc je pense pas qu'il puisse réussir à faire beaucoup avancer cette bataille. Mais voilà, ça montre effectivement que il y a un véritable une opposition en tout cas aujourd'hui entre Elon Musk et Sam Altman, mais voilà, c'est aussi probablement dû au fait que au début Musk était dans les fondateurs. C'est une histoire, pourquoi pas, qu'on pourrait voir sur un podcast dédié si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça me permettrait de creuser un petit peu le sujet, de voir un petit peu, d'essayer de comprendre un peu les dessous qu'il y a eu derrière toute cette histoire et pourquoi Elon Musk s'est retrouvé dans la création d'OpenAI pour finalement en partir et aujourd'hui se retrouver à essayer de créer un concurrent face à OpenAI qui est devenu vraiment très très bon dans son domaine. Mais en tout cas, on va passer à la news suivante qui nous parle cette fois-ci de Alibaba, qui est un peu entré dans l'arène de l'intelligence artificielle avec un modèle qui s'appelle Emo, pour Emote Portrait Alive. C'est un outil révolutionnaire capable d'animer des photos pour créer des vidéos étonnamment réalistes. Il a été développé donc par l'Institute for Intelligent Computing d'Alibaba, et il se distingue en permettant l'animation de visages à partir de simples images sans recourir à des modèles 3D ou des repères faciaux intermédiaires. L'innovation d'Emo réside dans son approche de synthèse audio-vidéo directe, permettant de générer non seulement des mouvements faciaux réalistes, mais aussi d'accompagner ces images animées de pistes audio, faisant parler ou chanter les sujets, des photos avec une expressivité et un réalisme inégal. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour créer des contenus vidéo variés, allant du discours à des performances chantées dans divers styles. Et ce projet, il a été publié sur le site internet ARXIV, c'est le site internet un peu où tous les papiers de recherche sont publiés. Pour l'instant, il est en attente de critique des pairs. C'est un modèle qui, a priori, devrait être open source, mais qui pour l'instant n'est pas dispo. On verra si c'est quelque chose auquel on peut avoir accès prochainement. Et en tout cas, ils ont utilisé des techniques de diffusion de modèles qui ont été alimentées a priori par de nombreuses heures de vidéos, pour pouvoir justement générer ce modèle. Je vous le montrerai un petit peu sur la vidéo YouTube à quoi il ressemble. Franchement, il a l'air assez impressionnant. Je trouve que les animations ont pas mal d'émotions, ce qui est quelque chose qui pour l'instant aujourd'hui ne fonctionne pas avec les modèles qu'on a actuellement. Et moi je le trouve hyper intéressant parce que ça nous permettrait probablement d'améliorer Josh, qui aujourd'hui n'est pas très très expressif. Et donc j'ai hâte de pouvoir voir si ce modèle devient disponible et accessible en open source, parce que moi ça me permettrait de pouvoir animer Josh dans les futurs épisodes et d'avoir du coup un Josh un peu plus humain, on va dire, en tout cas qui serait un peu plus expressif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On passe ensuite à une news qui concerne Google, DeepMind, qui a développé son intelligence artificielle appelée Genie, qui est capable de transformer des images en monde virtuel jouable, donc promettant une révolution dans la conception de jeux grâce à un apprentissage non supervisé à partir de plus de 200 000 heures de jeux et de vidéos d'internet. Genie est capable de réimaginer le développement d'un jeu
en le rendant accessible même à ceux qui ont peu de compétences techniques. Donc il se distingue en fait par sa capacité à comprendre et simuler la physique des créations, offrant une nouvelle dimension de réalisme et d'expressivité dans le monde virtuel. Il convertit les ondes sonores en vidéo via la technique diffusion model, et il permet de créer des vidéos réalistes et intéressantes, et avec lesquelles on peut interagir. Donc je vous montrerai aussi un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est hyper impressionnant. En fait, on a une image, on peut prendre n'importe quelle image, et à partir de là, on peut contrôler le personnage. Il va réussir à comprendre quel est le personnage principal, où est le devant de la scène, où est l'arrière de la scène, et voilà, on peut jouer un petit peu à la façon d'un jeu 2D. À partir d'une image, recréer un jeu vidéo. Ils ont recréé par exemple Pac-Man avec cette technique-là, et voilà, c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Pour l'instant, le résultat il est assez pixelisé, et il n'y a pas énormément d'images par seconde, donc c'est pas un résultat incroyable, mais il suffit de regarder ce qu'on faisait à l'époque avec la génération d'images, par exemple avec DALL-E 1, pour savoir que ce modèle pourrait très bien évoluer de façon très surprenante d'ici à peine un an. C'est des choses qui peuvent évoluer très rapidement, et donc voilà, on pourrait se retrouver avec des jeux vidéo entièrement générés par des intelligences artificielles, ou en tout cas la capacité pour un petit peu tout le monde de facilement créer leur propre jeu vidéo grâce à ce genre de modèle. Et enfin, on va terminer les news en parlant de Amazon, qui a instauré une limite d'auto-édition à 3 livres par jour et par auteur sur leur système de Kindle Direct Publishing, qui permet en fait de publier des livres via leur service, en réponse à la prolifération des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Cette décision vise à maintenir la qualité de contenu disponible, alors que l'utilisation d'outils comme ChatGPT facilite la création de nombreuses publications de faible qualité. L'entreprise affirme que cette mesure préventive ne répond pas à une augmentation des publications médiocres, mais cherche à sauvegarder l'expérience des utilisateurs. Les auteurs doivent désormais indiquer si leur contenu est généré par IA, Amazon interdisant les œuvres nuisant à l'expérience client. Donc voilà, c'est assez fou de se dire qu'ils ont été obligés de limiter à 3 livres par jour. 3 livres par jour, ça paraît juste déjà énorme, donc ça montre que voilà, il devait y avoir des utilisateurs qui dépassaient ce nombre-là, qui se mettaient à publier des tas de livres. Donc voilà, c'est assez fou ce que les large language models permettent de faire. Je sais pas quelle est la qualité de ces livres, ce serait intéressant de voir un petit peu s'ils sont qualitatifs ou pas. En tout cas, je pense qu'il y a clairement pas mal de gens qui se sont lancés dans ce business, où ils se sont mis à générer énormément de livres, et c'est vrai qu'au final, si le titre est bon, la couverture est pas mal, je pense qu'ils peuvent réussir à générer des ventes, et puis s'ils ont créé 10 par jour, effectivement, ils n'ont pas besoin de faire énormément de ventes pour réussir à avoir des revenus avec ces créations de livres. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Amazon est un petit peu en train d'essayer de limiter ça, parce qu'il y a un petit peu trop de livres générés avec ces intelligences artificielles, et c'est un petit peu ce qui va m'amener vers le sujet de la semaine. Avant ça, je vais vous parler de mon IA de la semaine, mais le sujet de la semaine, ça va être un petit peu lié à ça, au fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des IA qui peuvent créer énormément de contenu. On a vu que là, on a des jeux vidéo qui peuvent arriver, on a les livres qui sont déjà là, et on a parlé aussi de la création de musique avec Adobe, on a parlé de la création d'animation d'images avec Alibaba. Donc voilà, on voit qu'il y a énormément de créations qui peuvent se faire avec l'IA, et donc moi j'aimerais un petit peu discuter de ça cette semaine, et de pourquoi toute cette création pourrait nous amener vers la théorie du dead internet, que je vais développer un petit peu dans le sujet de la semaine. Mais avant ça, on va parler de mon utilisation de l'IA de la semaine. Donc cette semaine, je vais vous parler de l'IA de la semaine que j'ai eue, qui est une intelligence artificielle qui s'appelle Clap avec un K, qui permet de transformer des gros volumes de vidéos en petits morceaux de vidéos destinés aux plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Et donc cette intelligence artificielle est capable de lire entièrement la vidéo, de faire un transcript de cette vidéo, à partir du transcript de détecter quel moment pourrait être intéressant et quel bout de la vidéo pourrait être viral, et de vous proposer derrière du coup ce morceau de vidéo. Vous pouvez même recouper les bouts qui vous intéressent ou pas, ça va même ajouter les sous-titres, donc c'est hyper intéressant. J'ai commencé à l'utiliser, mais j'ai pas encore généré mes premières vidéos avec, donc je vous les posterai dès que possible sur les réseaux, et comme ça vous pourrez me dire si les vidéos qui sont générées avec cette IA vous parlent ou pas.
En tout cas, moi je trouve ça intéressant, c'est que ça me permet de voir que les évolutions avec les outils d'IA sont hyper rapides et que du coup on se retrouve très rapidement à avoir des outils qui étaient utiles à un moment donné qui deviennent complètement inutiles quelques semaines après parce qu'il y a la nouvelle IA qui arrive et qui devient bien plus performante. Donc par exemple, moi j'utilise aujourd'hui iGen pour animer Josh, là on a parlé du modèle Emo, probablement que bientôt iGen me sera complètement inutile et pareil j'avais commencé à utiliser Submagic pour faire le sous-titrage de mes vidéos et la génération de shorts, mais là du coup avec l'outil Clap, il intègre aussi ces fonctionnalités là et en plus il est même capable de me sélectionner les bouts de vidéos qui sont les plus pertinentes dans mon podcast. Donc pareil, cette solution là elle va plus me servir à rien et du coup je trouve que c'est assez intéressant de voir que toutes les sociétés qui font ce genre de solutions essayent de pousser des paiements à l'année. C'est le cas de Submagic, c'est le cas de iGen, etc. Ils essaient vraiment de vous faire payer une année complète, avec un petit discount, forcément, vous allez payer un petit peu moins cher, mais l'année complète. Et effectivement, c'est pertinent, parce que quand on voit à quel point ça peut évoluer vite, on va se retrouver à payer l'année complète, et puis ça se trouve, le modèle sera rendu obsolète quelques mois après, parce qu'il y a une nouvelle IA, parce qu'il y a un nouveau concurrent, et donc eux, ça leur permet quand même de garder leurs clients un petit peu captifs, ou en tout cas de s'assurer des revenus minimaux. Donc voilà, on voit que l'IA, ça a vraiment le vent en poupe, mais en même temps, ça va être difficile pour toutes ces nouvelles petites sociétés qui sont en train de se construire, de réussir à résister à toute l'innovation qu'il y a derrière, toute la recherche, tout le monde de l'open source. Ça va pas être simple, je pense, pour eux de réussir à toujours garder un coup d'avance et de pouvoir justifier justement tous les frais qu'ils demandent d'abonnement et autres. Mais voilà, on verra un petit peu comment tout cela évoluera. Je pense que peut-être que certaines entreprises vont réussir à vraiment sortir leur épingle du jeu et du coup à devenir de véritables leaders dans ce genre de domaine. Et par exemple, quand on parle de leader, on a Midjourney qui aujourd'hui quand même fonctionne très bien sur la génération d'images. Et justement, en autre IA de la semaine, je voulais vous parler d'un concurrent à Midjourney qui s'appelle Ideogram, qui est disponible gratuitement. Donc pareil, je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je vous mettrai quelques petits exemples de ce qu'on peut générer avec, et pour les autres, vous pourrez tout simplement aller suivre le compte Instagram Tsunamiya pour voir ce que j'ai pu générer avec ce nouveau générateur d'images. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est particulièrement bon dans la génération de texte, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui de Midjourney, qui commence à devenir meilleur, mais qui n'est pas encore excellent. Donc là, voilà, cet outil-là, il est assez bon pour générer du texte, et effectivement, je l'ai testé, il a l'air assez correct sur ce domaine-là. Alors aujourd'hui, Josh, dans la section news, on a parlé de pas mal de nouveaux modèles qui apparaissent pour générer du contenu. On a parlé par exemple de Emo, qui est capable de animer des images et de les faire chanter. On a parlé aussi de Adobe, qui sont en train de travailler sur un modèle qui permet de générer de la musique. Et voilà, on a parlé aussi du fait que Amazon était en train de limiter le nombre de livres qui peuvent être créés tous les jours. Donc je me rends compte qu'il y a de plus en plus de contenu généré par intelligence artificielle. Et je me demande du coup si la théorie du Dead Internet, que j'aimerais que tu nous expliques, ne va pas devenir réelle. La théorie Dead Internet est une hypothèse intrigante et quelque peu dystopique qui suggère qu'une grande partie, voire la majorité, du contenu sur Internet est généré non pas par des humains, mais par des bots ou des programmes d'intelligence artificielle. Selon cette théorie, les interactions sociales, les commentaires sur les plateformes, les posts sur les réseaux sociaux et même certains articles pourraient être l'œuvre d'algorithmes, rendant difficile la distinction entre le contenu authentiquement humain et celui produit par des machines. Cette théorie soulève plusieurs questions fondamentales sur la nature de l'interaction en ligne et sur que cela signifie pour notre perception de la réalité numérique. Si l'on suit cette logique, cela pourrait signifier que l'espace numérique devient de moins en moins un lieu d'échange et de partage entre humains, et de plus en plus une écochambre contrôlée par des entités cherchant à manipuler l'opinion publique, à promouvoir certaines idées ou produits, ou simplement à générer du trafic pour des raisons monétaires. Cependant, il est important de noter plusieurs points critiques en rapport avec cette théorie. Preuve et vérifiabilité. Bien que certainement des bots et des systèmes automatisés génèrent une quantité significative de contenu, l'affirmation selon laquelle la majorité du contenu en ligne est généré par des IA nécessite une preuve solide. De nombreux forums, blogs et plateformes de médias sociaux ont une participation humaine active et vérifiable. Détection et contrôle. Les plateformes en ligne continuent de développer des outils plus sophistiqués pour détecter et limiter l'activité automatisée malveillante. Bien que CES Mesure ne soit pas infaillible, elle contribue à maintenir un certain niveau d'authenticité en ligne. Diversité du contenu, la diversité et la complexité du contenu disponible en ligne suggèrent une participation humaine étendue. Les émotions, les expériences personnelles et les nuances de la communication humaine sont difficiles à reproduire entièrement avec des algorithmes.
implications éthiques et sociales. Si la théorie était vraie à une échelle significative, cela soulèverait d'importantes questions éthiques et sociales concernant la confiance, la manipulation de l'opinion publique et l'authenticité de l'information. Cela nécessiterait une réévaluation de notre relation avec les médias numériques et les informations en ligne. En conclusion, bien que la production de contenu par IA soit en augmentation, la théorie Dead Internet reste spéculative et représente une vision extrême de l'influence de l'automatisation sur le contenu en ligne. Donc effectivement, Josh, je suis assez d'accord avec toi, hein. La théorie du Dead Internet, pour l'instant, clairement, elle n'est pas vraie. Mais la question que je me pose, c'est quand je vois la puissance de tous les modèles qu'on a de génération de contenu avec intelligence artificielle, est-ce que cette théorie ne pourrait pas du coup devenir de plus en plus vraie dans le futur? Qu'est-ce que tu en penses? La question que tu soulèves est pertinente et mérite une réflexion approfondie sur l'évolution des technologies d'intelligence artificielle et leur impact sur la création de contenu en ligne. Avec l'avancement rapide des modèles de génération de contenu par IA, il est plausible que nous assistions à une augmentation significative du contenu généré par l'IA sur Internet. Cela pourrait, en théorie, rapprocher la réalité de la notion du Dead Internet, du moins en termes de volume de contenu non humain. La génération de contenu par IA est souvent plus rapide et moins coûteuse que la création de contenu humain. Pour les entreprises cherchant à produire du contenu à grande échelle, l'IA représente une option attractive. Les modèles d'IA s'améliorent continuellement en termes de qualité, de variété et de capacité à imiter le style humain. Cela pourrait rendre le contenu généré par l'IA indiscernable de celui créé par des humains. La génération de contenu par IA s'étend à de nombreux domaines, y compris l'écriture d'articles, la création de musique, la production d'images et de vidéos, et même la programmation. Cette polyvalence accrue pourrait conduire à une utilisation plus répandue. Un Internet dominé par le contenu généré par l'IA pourrait éroder la confiance dans l'authenticité du contenu et dans la véracité des informations, rendant la distinction entre les sources fiables et non fiables plus difficile pour les utilisateurs. Bien que l'IA puisse stimuler certaines formes de créativité, il y a aussi un risque que la facilité de génération de contenu par IA décourage l'effort créatif humain et réduise la valeur accordée au travail créatif original. La prolifération du contenu généré par l'IA soulève des questions éthiques et nécessitera probablement de nouvelles régulations pour gérer les droits d'auteur, la désinformation et d'autres préoccupations éthiques. Bien que la théorie du Dead Internet soit pour l'instant plus spéculative qu'une réalité, l'évolution rapide de l'IA dans la génération de contenu suggère que son influence sur le paysage en ligne va probablement croître. Cela nécessite une réflexion proactive sur la manière de préserver l'authenticité, la créativité et la confiance sur Internet, tout en tirant parti des avantages de CS technologies. La clé réside dans un équilibre judicieux entre l'innovation technologique et les cadres éthiques et réglementaires qui encadrent son utilisation. Donc le retour de Josh, il est hyper intéressant. La partie authenticité et confiance, c'est sûr, c'est toujours quelque chose qui est hyper important. On l'a vu quand on a parlé déjà avant des systèmes qui sont en train d'être mis en place justement pour garantir un peu plus d'authenticité avec le C2P2, si je dis pas de bêtises, on en a parlé dans l'épisode précédent. Enfin voilà, des protocoles en tout cas qui vont nous permettre de savoir si une donnée, un contenu a été créé par une IA ou pas. Ces choses-là, je pense qu'on en a vraiment besoin, mais en même temps, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sur la partie impact sur la créativité, c'est-à-dire que est-ce que on va pas se retrouver à décourager des efforts créatifs humains à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que les personnes vont pas se dire pourquoi le faire, hein, une IA le fait, elle le fait mieux que moi, pourquoi moi je me lancerais dans la création de contenu créatif et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, un petit peu effrayant aussi, hein. Est-ce que l'intelligence artificielle va décourager les futurs créateurs? Je pense pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va quand même rester un petit peu toujours permanent, où on aura quand même envie de se reconnaître dans du contenu créé par l'humain pour l'humain entre guillemets. Même si le contenu créé par intelligence artificielle va monter, et peut-être qu'aussi quelque chose qu'on va voir, ce serait un espèce de mouvement qui pousserait un petit peu au on veut voir du contenu fait par un humain, un petit peu comme on peut avoir des mouvements où on va essayer de se rapprocher de la nature quand on se retrouve à être saturé par l'ambiance des villes par exemple. On a des espèces de phénomènes de retour à la nature, là on va avoir un phénomène de retour à la créativité humaine, peut-être le jour où on aura un petit peu saturé du contenu
générés par des intelligences artificielles. Voilà, c'est des choses qui pourraient arriver. C'était intéressant d'un petit peu voir cette théorie du dead internet. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça montre que de plus en plus de contenu va être entièrement créé par des intelligences artificielles. Et effectivement, ça va un petit peu modifier la façon, en tout cas le contenu qu'il y a aujourd'hui sur Internet, que ce soit sur les sites, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec même l'apparition, on a vu, d'intelligence artificielle influenceuse. On en avait parlé il y a un petit moment déjà, avec Aitana, qui était une influenceuse IA. On va même se retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram ou autres avec du contenu aussi généré par IA. Et effectivement, c'est des choses qui pourraient impacter la consommation qu'on a en tout cas du contenu. Donc on verra comment tout ça évoluera. L'avancée des modèles, comme on en parlait aussi avec Sora, le modèle de génération de vidéos qui devient quand même de plus en plus impressionnant, tend à montrer que ça va être de plus en plus facile de créer du contenu avec IA. Maintenant, comment le monde va réagir à la création de ce contenu? Je pense qu'au début, il va y avoir un effet wow, on va se dire c'est génial, on va pas arrêter d'en créer, d'en consommer, d'en avoir partout, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on va arriver aussi à saturation, ou pas, ou peut-être que les modèles réussiront à devenir tellement bons dans la création et dans la créativité que leur contenu sera tout simplement meilleur que ce que peut produire des humains. C'est des choses que l'avenir nous dira en tout cas. Bon j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. Épisode qui a été fait un petit peu dans la précipitation pour moi. J'étais un petit peu fatigué sur cet épisode, donc j'espère que ça s'est pas trop ressenti et que vous l'avez quand même apprécié. Et puis sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao. Damn.